Est-ce que cette planche vous dit quelque chose ? Ok, on va remonter un peu le temps. 2020. En ce début d'année, j'ai fait 2 découvertes. La première, Pop Smoke, un grand nom d'un mouvement rap né du pays du thé et un peu aussi de Chicago, la drill. Caractérisé par un style agressif, que ce soit dans ses textes, ses instrumentales ou même son esthétique. Et bien sûr que serait le rap sans la guerre des gangs. Enfin, aux États-Unis. En France, c'est pas trop ça. C'est au milieu de ce climat de violence que Pop Smoke nous quittera, rejoignant tous ces artistes de talent malheureusement partis trop tôt. Le rapport avec la vidéo ? Ah oui, ma deuxième découverte sera un manga d'un certain Gege Akutami, un petit shonen émergent du Shonen Jump qui entrait dans son premier grand arc narratif. Et force est de constater qu'il n'aura rien à envier à ma première découverte en termes de climat de violence. C'est une œuvre qui, comme dans la réalité, nous décrira la mort et ses épreuves de manière terriblement impitoyable. Et oui, je vous parle de Jujutsu Kaisen. Lui qui avait des allures de Neketsu qui allait se cantonner au code montrera la réelle ampleur de son histoire avec les chapitres qui seront parus cette même année. Son succès auprès des lecteurs sera tel qu'avant même la clôture de l'incident, son adaptation animée sera annoncée. Et encore une fois, le succès sera au rendez-vous. De même pour son film qui sera extrêmement bien accueilli. Mais malgré l'unanimité chez le grand public, apparaissait de temps à autre une image associée à une certaine phrase. Quand cet arc sera adapté en animé, tout le monde retournera sa veste. Jujutsu Kaisen plaît pourtant. Donc pourquoi espérer un changement d'avis de la part des autres spectateurs en découvrant cet arc ? Eh bien c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, donc enfilez votre meilleure veste réversible car on va parler de l'arc Shibuya. On fait de la drill ici ou quoi ? On est aujourd'hui en 2023. La saison vient tout juste de se terminer, couvrant ainsi l'arc associé à cette planche. Et que peut-on en dire ? Le meilleur moyen est de recueillir l'information auprès de vous, afin de pouvoir croiser un peu les retours de cette adaptation, que ce soit des avis à chaud de chaque épisode comme sur l'entièreté de l'arc en approchant de sa fin. Sans compter qu'on a un peu débattu en live, histoire de pouvoir tirer le bon comme le mauvais de ce qu'on a pu visionner chaque semaine. Bon, comme on est de sacrés optimistes, on va voir le verre à moitié plein, avec ce qui nous a plu le plus. Le plus évident, c'est les combats. On reste quand même dans un shonen de type Neketsu, donc ce qu'on aime voir, c'est la bagarre. Déjà, l'ouverture de l'arc s'est faite juste avant par un bon vieux combat de mecha face à un adversaire à gabarit plus humain, ce qui n'est pas pour nous rappeler les plus grandes séquences d'animation de cette dernière décennie. Et pourtant, l'environnement suivant se verra un peu plus claustrophobe, car ici on se retrouvera tout simplement devant la plus grosse prise d'otage / tentative d'assassinat connue, au sein de la gare de Shibuya. Et pour y avoir été, il y a de quoi se perdre. L'intérêt ici sera principalement la réaction de Gojo face à tous ces paramètres à prendre en compte, supporté par le fait que l'animé accueille pour la première fois une voix servant à la narration, chose qui manquait beaucoup à son adaptation. Ça a réellement posé les bases de l'arc. Mais le combat qui mettra un coup d'accélérateur sera celui opposant Itadori à son frère de sang. Déjà que le manga était très référencé en termes de mise en scène et de chorégraphie, l'animé le poussera à un niveau encore au-dessus. S'en suivra l'enchaînement d'épisodes que je peux déjà dire sans trop risquer de froisser les gens du meilleur de la série. Et un des plus grands facteurs sera son MVP. Oui, je n'ai pas besoin de vous le nommer, au vu du fait qu'il nous aura marqué à l'unanimité. Son entrée en scène fera tellement contraste avec le reste qu'on oubliera rapidement les espaces confinés du métro Tokyoïde pour les rues du quartier le plus fréquenté de ce 31 octobre. Les coups qui seront portés seront à la mesure du roi des fléaux, un numéro de claquettes mené par des éléphants au milieu de fourmis. Et pourquoi se limiter à un seul combat quand on peut l'emmener à un niveau encore au-dessus ? C'est tel un chef d'orchestre que Sukuna conclura sa représentation avec un fortissimo, pour ensuite nous faire revenir à une échelle un peu plus réduite. Ok, on va peut-être faire une parenthèse, car on va parler d'un événement qui n'a pas forcément mis tout le monde d'accord. Ça a même fait l'objet de quelques mèmes sur le sujet. Je parle bien évidemment de la scène où Itadori découvre le massacre auquel il aura participé, qui sera accompagné de la musique du générique, que je ne vais pas mettre pour des raisons de copyright. Et vous vous en doutez, l'épisode 17 n'a pas le même traitement, que ce soit de notre point de vue en tant que spectateur, mais aussi de la part du staff lors de sa production. Déjà, on peut mentionner que c'est à ce moment-là que les fameux problèmes de conditions de travail ont commencé à faire surface. Mais on y reviendra un peu plus tard. Je parlerai ici du fait que dès le début de l'épisode, on commencera avec un ajout qui posera le décor. Les fameuses bandes noires. Un détail visuel que l'on associe souvent au format cinéma. Donc nous laissant un peu s'attendre à du grand spectacle. Mais bon, avant, je pense que ça pourrait être très sympa de savoir pourquoi cette association existe. De nos jours, lorsqu'on crée ou visionne du contenu, la plupart de nos écrans nous restituent le tout en format 16 neuvième. Et la vidéo que vous regardez actuellement
personnellement n'y fait pas exception, sauf pour le cinéma, qui possède un format dit de 2/35e, qui rend donc l'image plus allongée et donc se veut un peu plus immersive, d'où la forme des écrans de salle de cinéma. C'est pour cela que là-bas on ne voit pas ces fameuses bandes noires. C'est seulement en les visionnant sur d'autres supports qu'on finit par les apercevoir, afin d'éviter de déformer l'image. Donc on peut interpréter que c'est dans cette même intention que l'épisode sera conçu, afin de créer un spectacle plus immersif, s'éloignant du format dit classique de la série d'animation, et ça n'a pas manqué. On l'a dit précédemment, c'est probablement l'épisode le plus marquant de la saison, mais on n'est toujours pas dans un film, donc l'épisode doit sûrement ne pas échapper à un certain cahier des charges. Et personnellement, ça m'aurait fait du mal de couper un tel spectacle par le générique classique. Donc le choix qui sera fait sera de le placer lors de la scène tragique d'Itadori. Et artistiquement, ça peut apporter un ajout très intéressant. Mais forcément, ce n'est pas toujours au goût de tout le monde. Donc toute cette réflexion, c'était surtout pour vous appeler à donner votre avis. Était-ce un bon ou mauvais choix artistique ou tout simplement une contrainte technique? Parenthèse un peu longue terminée, passons à la suite qui sera toujours sous haute tension. Car on aura le droit à la conclusion d'une des plus grandes oppositions de l'œuvre. Celle de Yuji et Maito. Celui qui sauve contre celui qui tue sans distinction. Qui est à mon sens, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo fort sympathique, l'un de mes combats favoris. Ce qui nous donnera 4 épisodes de qualité mêlant émotion, développement, chorégraphie de combat, ambiance et surtout animation. Ce qui nous conduira donc vers le final de l'arc. Il est quand même important de revenir sur un élément qui aura porté une bonne partie de l'ambiance de l'animé. Je parle bien évidemment de ses OST. On peut quand même se vanter d'en avoir reçu quelques-unes très sympathiques, notamment les 2 dédiées au combat de Sukuna, qui n'auront fait que plus embellir ces derniers. Bon, je ne vais pas vous expliquer à quel point la musique joue un rôle majeur lorsqu'il s'agit de provoquer des émotions chez le spectateur. Alors pas besoin de vous cacher que celle dédiée à la dernière danse de Nanami m'aura beaucoup marqué, au même niveau que la nostalgie de la saison 1 qui me frappera en entendant celle du combat de Shozo face à Geto. Même si on n'a pas eu d'OST phare afin d'accompagner les grands moments d'Itadori. Même si globalement, je suis plutôt satisfait. Attendez, j'en ai oublié une? En vrai, comment le pourrais-je, vu que c'est celle qu'on aura entendue le plus? Elle est certes assez redondante, mais on va dire que je préfère ça à certains animés un peu plus avares de musique. N'est-ce pas le cours 2 de Bleach? Bon, les animations, les OST, les ajouts de chorégraphie, on aura vu pas mal de choses, qui nous permettent de dire que la saison 2 de Jujutsu Kaisen est un bon, voire même excellent animé. Même si vous n'êtes pas sans savoir les problèmes que font face en interne les animateurs de MAPPA, on pourra dire qu'il aura été fait dans la douleur. On prie pour que le dur labeur du staff soit récompensé. Et en attendant, on va répondre à une autre question. Était-ce une bonne adaptation? On a bien pu voir que l'animé regorge de qualité, mais il ne faut pas oublier que cela reste tiré d'une œuvre n'ayant pas le même support, donc ayant des codes assez différents, qui pourtant devra avancer vers le même objectif. Celui de conserver le message de l'œuvre tout en permettant d'attirer toujours un plus large public. Et oui, il ne faut pas oublier que l'anime n'est qu'une immense publicité pour les ventes que fera à l'avenir le manga. Oui, comment je le présente, c'est très réducteur pour le travail colossal des artistes qui ont participé. Mais vous verrez, je trouve ça très intéressant d'explorer ça sous ce prisme. Un point qu'on peut déjà rapidement passer, c'est le fait que l'anime ne dénature pas les personnages, et se voit aussi assez fidèle à l'histoire, malgré le fait que certains détails divergeront. Oui, Nanami n'était pas de dos dans le manga lors de sa mort, mais ce n'est qu'un changement d'angle. C'est pas comme s'ils avaient décidé de le ressusciter. En restant sur cette scène, il y a aussi le fait que l'anime prenne un peu plus de son temps. Sa mort sera moins abrupte. Pour moi, cela permet de faire un peu plus contraste avec celle de Nobara qui n'aura vraiment pas attendu. Dans un sens, on peut dire que l'anime a amélioré le tout. Mais est-ce qu'on peut dire que l'ambiance du manga est réellement présente? Car le but de l'arc de Shibuya, bien que marquant, c'est un arc de transition. Ok, donc pourquoi dire qu'il est censé être le plus important du manga? Tout simplement parce que la saison 1 voyait planer tout au long l'ombre de Satoru Gojo, ce qui supprimait une bonne partie des enjeux. Donc l'arc suivant devait mettre de la manière la plus sensée ce Deus Ex Machina sur pattes hors d'état de nuire, afin de permettre de faire évoluer l'histoire vers une situation avec des enjeux un peu plus dramatiques. Créer une certaine tension lorsqu'il s'agira de parier sur la réussite des objectifs de nos protagonistes. Sans compter que la mort se verra au fur et à mesure de plus en plus présente, de par la disparition du plus fort. Pour le coup, cet objectif est bien rempli, car les critiques que j'ai pu relever ne concernent en rien l'ambiance du manga. C'est bel et bien ce climat de mort et de violence qui aura marqué les esprits. Donc même pour les animés only, l'arc remplira largement son rôle. Même si oui, des défauts peuvent parfois ressurgir. En tout cas, de ce que j'ai pu lire et entendre sur l'immense puits à avis divergents qu'est internet. Oui, personne n'est jamais d'accord en même temps. Mais le cas contraire serait vraiment ennuyeux. Sauf que là, ce ne sera pas des problèmes liés à l'adaptation. Car comme on l'a dit précédemment, elle est fidèle au scénario et donc aux intentions de l'auteur. Donc le problème, c'est pas l'animé, c'est le manga. Donc voyons ça, car oui, donner du
spectacle, c'est bien, mais qu'en est-il du fond? L'arc Shibuya était censé avoir mis tout le monde d'accord, et cela bien avant l'animé. La première critique qu'on va traiter sera celle de la surabondance des combats, ce qui ne laisserait pas assez de place pour développer l'histoire et les personnages. Vous vous en doutez, je suis assez peu d'accord. Certes, il y a beaucoup de combats, mais heureusement ils sont tous plus variés les uns que les autres, ce qui heureusement pour nous les rend assez peu redondants. Mais chacun d'entre eux, avant d'être des spectacles pour les yeux, sont d'excellents vecteurs de narration et de développement. C'est vrai que pour les consommateurs d'animés dont moi de longue date ont toujours été habitués à voir 1000 flashbacks et à un rythme plutôt lent, parce qu'avant dominaient en majorité les animés dits fleuves. Donc c'est sûr que maintenant sur une adaptation saisonnière, il n'y a pas vraiment ce genre de contrainte de rythme. Mais bon, ça veut pas dire qu'on ne peut pas abuser, comme avec le cours 2 de Bleach. Ils ont quand même fait un épisode couvrant 10 chapitres, alors qu'avec un One Piece par exemple, si on est à 10 pages, on est déjà pas mal. Jujutsu lui tournera plutôt vers les 2 à 3 chapitres. Oui, on est plutôt censé parler du manga en lui-même. Et bien même en son sein, le rythme est effectivement effréné. Pourtant, chaque planche fourmille de détails servant à la compréhension, encourageant la relecture afin de se rendre compte que tout avait un sens. Par exemple, cette case. Elle suffira pour nous induire un trouble naissant au sein de l'esprit de Mahito, concernant la confiance qu'il est censé avoir pour le cerveau de l'opération. Pas besoin de faire un long paragraphe, si on y fait attention, on le comprend directement. Sinon, on le verra à la fin de l'arc lorsqu'il dira « je le savais », lorsque Noritoshi montrera que les fléaux n'étaient qu'à ses yeux des outils sacrifiables. Et puis même si à ce moment-là on n'avait pas fait attention, ce n'est pas vraiment très grave. L'essentiel de l'intrigue est quand même comprise. Et puis de toute façon, pourquoi vouloir de trop longs monologues pour exposer chacune des pensées des personnages, puisqu'en général quand il y a trop de mots, on les lit pas. Et c'est pas la mode de lire les leaks non traduits qui est là pour me contredire, sachant qu'il y a un contexte. Il ne faut pas oublier, c'est la guerre. Ici, on ne cherche pas à nous faire la biographie de chacun des participants. D'ailleurs, l'un des rares monologues qu'on a eu le rappelle. Tout était justifié dès le début, pourtant personne l'a écouté. Donc oui, le manga se veut simple dans sa succession de ces événements, on comprend bien l'objectif immédiat des personnages, et cela dès la première lecture. Et le reste on le verra plus par la manière dont agiront les protagonistes, car de toute manière les actes valent plus que de simples mots pour révéler la véritable personnalité d'un individu. Par exemple le personnage de Mekamaru, faisant partie de la liste des personnages jugés comme sous-exploités est totalement normal. On parle d'un personnage mort avant l'incident qui aura tellement de regrets d'avoir fait si peu, qu'il finira par créer un sort pour s'efforcer de continuer à participer aux événements. Pas besoin de longs flashbacks, ses actions même post-mortem en disent long. Son manque supposé de développement est totalement justifié et lui-même le ressent. De même pour chaque combat on y voit l'impact qu'ils auront sur les personnages, ainsi que sur l'histoire qui se déroulera dans les arcs à venir. Et tout cela me laisse penser une chose. Prendre seulement l'arc isolé du reste est peut-être une erreur. Vient alors la fameuse question. Est-ce qu'on a retourné notre veste? Globalement, non. Certes, l'arc fait changer le ton de l'histoire. Il a pu en surprendre certains, mais ce n'est pas ce que j'ai vu au vu de vos retours. À quelques exceptions près, l'arc a plus renforcé votre attrait pour le manga qu'autre chose. Elle marquera les néophytes comme la plupart des initiés. Une chose est sûre, l'anime a réellement sublimé l'œuvre, poussant certaines de ses qualités à un autre niveau. Par exemple, l'utilisation habile des environnements au combat sera au cœur des affrontements. Et ça, à part Sakamoto Days, je vois rarement des mangas qui mettent autant l'accent dessus. Oui, lisez Sakamoto Days. Donc voilà, c'est peut-être évident, mais faut le dire, ce n'est pas l'arc qui fera changer l'avis de ses détracteurs. C'est un excellent arc, même l'un des meilleurs de shonen récents que j'ai pu lire et visionner. Mais bon, le meilleur de Jujutsu reste à venir. Car oui, Shibuya n'est pas l'aboutissement, c'est un point de départ. La saison 3 annonce du lourd. Avec Gojo hors jeu, cela laissera place à l'apparition ou la réapparition de beaucoup de nouveaux personnages qui seront là pour la plupart mémorables. Mais bon, on va éviter de spoil, surtout que si on est trop pressé, il y a des risques que Mappa explose. Donc même si vous n'avez pas besoin de la retourner, enfilez votre plus belle veste car la tempête nommée Jujutsu Kaisen n'est pas près de se calmer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas, tu sais comment ça fonctionne. Un like, un partage, un abonnement et surtout abonne-toi. D'ailleurs, merci pour les 10 000 abonnés, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on vient de les passer. Et aussi, bonne année à l'avance. Normalement, elle devrait sortir le 31. Si t'aimes ce genre de vidéo, j'en ai déjà fait pas mal sur Jujutsu Kaisen et pas que. Et si tu veux discuter, n'hésite pas à passer sur Twitch. On se retrouve pour la prochaine, d'ailleurs ça fait un moment que j'ai pas spoilé les prochaines vidéos que j'ai envie de faire. N'hésite pas à me dire celle que tu veux voir le plus. Je vous fais des bisous et j'ai toujours pas d'idée d'outro.